Bonsoir tout le monde. Désolé du retard. Et nous avions eu un problème non prévisible. Donc bonsoir et bienvenue à notre 5e session de Zoom sur le diabète, 5e session de la FADIMAC qui met à votre disposition des informations récentes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invité le docteur Uzler Telcid et le docteur Julia von Oettingen. Donc là, Julia va nous rejoindre tout à l'heure. Et là, nous avons l'émission aujourd'hui, le 6 mai 2021. Donc, il est consacré au diabète chez l'enfant et l'adolescent. Nous aurons en première partie le docteur Telcid qui va nous parler du contexte général et global et aussi le contexte en Haïti de ce type de diabète, le diabète chez le jeune. Et nous aurons le docteur Julia von Oettingen qui va nous parler de la prise en charge des comas, particulièrement du coma acidocétosique chez le jeune patient. Et enfin, je vous rejoindrai pour vous parler de l'approche de la FADIMAC dans la prise en charge de ces jeunes patients. Donc, sans plus tarder, nous allons inviter le docteur Telcid à commencer notre présentation. Bonjour à l'assistance à la CPI. Je suis médecin pédiatre de formation formé d'abord à l'Université d'État d'Haïti. J'ai ensuite fait partie de la première promotion de résidents en pédiatrie à l'Université d'État. Puis, juin 2019, je suis ici en formation de pédiatrie par le Montréal de l'Université de Montréal. En fait, je suis heureux de partager avec vous cette première présentation qui est en fait une partie de la grande présentation aujourd'hui sur le diabète de l'enfant et de l'adolescent. Donc, je vais suivre ce schéma de cette première présentation parler un petit peu du contexte mondial, du contexte en Haïti, les facteurs de risque et les équations cliniques classiques du diabète sucré chez l'enfant et l'adolescent. Et parlant du contexte mondial, selon les dernières données de la Fédération internationale du diabète, qui est une organisation regroupant plus de 260 pays, je crois qu'il y a plusieurs organisations du FADIMAC qui ont fait partie depuis 1994, si je ne me trompe pas. Donc, les données ont montré que le nombre d'enfants et d'adolescents jusqu'à 19 ans vivant avec le diabète augmente de 3 à 5% par an, ce qui est vraiment significatif. En 2019, il y avait plus d'1 million d'enfants et d'adolescents qui vivaient avec le diabète de type 1. Cette tranche d'âge de 0 à 19 ans, donc on a une sous-classe de 0 à 14 ans, où on a pu voir que près de 700 000 enfants vivaient en 2019 avec le diabète de type 1 dans cette tranche d'âge-là, et avec une incidence de près de 100 000 cas pour l'année 2019. Ce que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que la tranche de 0 à 19 ans, exactement 1 110 100 enfants vivaient avec le diabète en 2019. Tout au long à travers les données qui étaient disponibles. Donc, on devine qu'avec certaines données manquantes de beaucoup de pays, donc ce chiffre est en dessous de ce qui est revenu. Par exemple, pour l'Amérique du Nord, elle a travaillé sur 24 pays seulement puis transmettre les données différents tiers des pays de la Caraïbe et de l'Amérique du Nord. Donc, les pays en bleu sont les pays pour lesquels on a pu trouver des données.
Et si vous voyez Haïti, si on essaie de faire un zoom sur Haïti qui est en crise, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé de données pour Haïti au niveau national, pour les diabétiques chez les enfants de 0 à 19 ans. Il y a des données sur Haïti, mais c'est des données pour les adultes, pour les données de 20 à 79 ans, parce que de 1994 jusqu'à 2009, quand Haïti transmettait surtout avec le test de tolérance au glucose qui a été fait. Malheureusement, on n'a pas de politique pour cette catégorie d'âge. Et on sait que l'Amérique du Nord et dans la Caraïbe, depuis 2010, cette région-là fait partie du top 3 des pays avec un cas de diabète de type 1 pour la catégorie de 0 à 3 ans. En termes d'incidence, on sait que là où il y a plus d'incidence du diabète de type 1 % de l'habitant, c'est surtout dans les pays de la Scandinave, surtout la Finlande, qui est le pays qui rapporte parmi avec 62,34% de l'habitant, ensuite la Suède. Il y a aussi quelques pays de l'Est, comme l'Arabie Saoudite et aussi le Canada, un pays en Amérique du Nord avec 1,9% de l'habitant. La quantité de ces 14. Cela étant, nous montrons le fardeau mondial du diabète de type 1 dans les pays faibles à bas revenu. Donc, on a pu voir que 60% des jeunes avec diabète type 1 proviennent des pays africains. Même si vous voyez un but, l'Europe a le plus grand nombre en termes de production, mais le nombre combien de ces jeunes dans les pays faibles dépasse largement le. On a quand même du contexte en Haïti. Comme je vous ai dit malheureusement, je n'ai pas pu trouver de sur Haïti dans la base de récente. Je sais que peut-être les intervenants qui vont venir au niveau de la FADIMA, donc quand on parle un petit peu de l'expérience et de pays qui sont dans cette période de 0 à 17 ans, mais malheureusement, il n'y en a pas au niveau international. Donc, comme vous pouvez voir, donc quand on essaie de fouiller un peu, quand on va par pays, on voit ici que pour Haïti, c'est 0, mais on sait qu'il y a un niveau pas de diabète, c'est une indication que ce n'est pas encore aussi, de 2010 à 2019, pour les 0 à 14 ans, il n'y a pas non plus de données concernant Haïti, malheureusement. Mais ce n'est pas seulement Haïti, dans cette situation-là. Il y a des pays comme la Guyane, le Canada, par exemple, Guadeloupe, et il n'y a pas de données. Maintenant, quels sont les facteurs de risque qui sont liés au diabète? En parlant de facteurs de risque, on sait qu'il y a. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les facteurs génétiques qui sont présents dès la naissance, les facteurs génétiques présents dès la naissance et les facteurs environnementaux qui peuvent déclencher le processus immunologique. Donc, le processus immunologique, on sait qu'il y a beaucoup de facteurs déclenchants, on inclut beaucoup les virus, le toxavirus. Il va y avoir la production d'anticorps, les anticorps, les anti-insulines, les anti-ARB. Du marqueur c'est du marqueur immunitaire qui va être là des années, voire des décennies même avant que la maladie soit manifeste. Vous voyez, ces anticorps-là vont réduire progressivement la masse fonctionnelle des cellules bêta, de manière progressive, et ce n'est qu'après que 90% de ces cellules-là sont habituées, que le diabète va se clauder avec les symptômes qu'on connaît. Donc, il y a, comme je vous ai dit, une forte susceptibilité génétique à travers les observations qui ont été faites. Si on n'a pas d'antécédent familial du tout de diabète de type 1, c'est de 0,4%.
Mais comme vous pouvez voir, donc, si la mer est à 4% de l'EPA, donc le développement à 3 et 8% de risque de développement. C'est le peut expliquer pourquoi lorsque l'EPA est atteint, le projet de capitalisme n'a pas vraiment d'explication acceptée. Et on voit ici, je me quoi qu'il y a 30% de la validation suivant les analyses du premier jumeau, et il y a 65% de compétences à 60%. Susceptibilité génétique qui est donc, il y a un facteur de risque de Haïti. Ça pose la question, est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui ont existé en Haïti? Parce qu'il y a des études qui ont été sur les pays centrales, Haïti, dans le Soudan, Pakistan, Haïti, il y a Fatima, il y a une attention. Like for a child, le qui ont mené cette étude. Donc, vous pouvez voir, les anticorps créatifs ont une tendance moins positive chez les minants et parce que en Haïti, on voit 9% anticorps, seulement 9% anticorps. Et aussi, il y a aussi un type HLA qui sont distincts. Bien sûr, les études sont nécessaires pour essayer de catégoriser les facteurs de risque. Et je vais finir avec la présentation clinique, puisqu'on connaît très bien, avec certains examples là, qui est de Fatima, qui est de Life for Child Spad, pour alerter la population sur les symptômes du diabète, comme le conseil à peu près 90% de ces les symptômes sont classiques, avec le polyuréthrie, donc météoré, donc pipi beaucoup, et ici c'est effectivement. On voit beaucoup parce que le temps déshydraté, la façon de la pétiner, comme il est un petit peu déshydraté à la bouche, là, on peut passer. Il y a une bonne de pas expliquer parce que le corps, nous pouvons plus utiliser le sucre, donc il va avoir une perte de la masse. Une précieuse et de côté sous alternative d'énergie, surtout chez les petites filles, il y a aussi une tendance à l'infection, infection vaginale, surtout à la parce que vous savez que le niveau supérieur du milieu est très, et puis ça, la prolifération de ces infections fongiques. Donc, pour finir avec ce stade, il y a le diabète de type 2 n'est pas encore en vogue en Haïti. Vous savez, surtout dans les autres pays de l'Amérique, il y a le Western diet, comme on dit, avec la diète africaine, avec beaucoup de fast-food, beaucoup d'enfants et d'adolescents qui sont maintenant obèses dans la catégorie de 10 à 18 ans. Et en Haïti, plutôt avec la question alimentaire qui est en train de changer aussi. Il va y avoir beaucoup de diabète de type 2 d'obésité chez cette catégorie en Haïti. Donc là, on peut voir une différence. C'est plus de 80% de personnes obèses dans le cas du diabète de type 2. Donc, le début, c'est plutôt au niveau de la puberté, la prévalence est en train d'augmenter avec l'obésité. Donc, comme je vous l'ai dit, plus de 80% d'obésité, la composition de 15, 50 à 20%, un signe de résistance à l'insuline, aussi le diabète de type 2 chez l'enfant et l'adolescent, c'est asymptomatique dans 40% des cas, symptomatique dans 57-70. Le diabète de type 2 peut aussi se présenter avec de l'acide psychose dans 52% des cas. Et aussi, c'est très rare chez les enfants avec diabète de type 2. Ils peuvent aussi devenir dans le cas de type scolarité, même coma scolaire, c'est très fréquent, mais c'est très grave. Et pour finir, donc, il y a aussi des autres types de diabète qui constituent quand même une quantité négligeable comme par exemple, nous n'avons pas vraiment parlé de diabète monogénique, le diabète qui est lié à l'excès d'hormones, comme dans le syndrome de Cushing,
diabète provoqué par les médicaments, par exemple, le syndrome, par exemple, pas de syndrome de Down. Donc, je vous dis merci pour votre attention et je vous laisse avec ce cercle qui est le symbole universel du diabète. Merci. Merci, Dr. Telcide. On s'excuse, le son avait un petit problème, mais j'espère qu'avec les planches qui sont quand même très claires, qu'on arrivera, que ceux-là qui ont pu se connecter, parce qu'il semble qu'il y a un petit problème aussi de ce côté-là, donc que ceux-là qui ont pu se connecter, qu'ils ont pu bien suivre la présentation. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer avec la présentation du Dr. Julia von Oettingen. J'hésite toujours lorsque je prononce le nom de Julia, mais quand même, et là, c'est avec plaisir qu'on l'a sur la plateforme et elle a répondu spontanément. Donc, je vous laisse sa présence et virtuelle et physique. Et là, on aura les questions et je vous retournerai tout de suite après. Bonjour tout le monde, c'est mon plaisir de participer à la conférence sur le diabète mellitus chez l'enfant et l'adolescent aujourd'hui et merci à la FADIMAC de l'invitation. Mon agenda aujourd'hui va porter sur les critères diagnostiques pour le diabète type 1 et type 2 chez l'adolescent et l'enfant. Et ensuite, je vais focuser sur les éléments clés dans la gestion des urgences hyper et hypoglycémiques, notamment l'acidocétose diabétique et un petit mot sur le syndrome hyperosmolaire hyperglycémique et l'hypoglycémie sévère. Commençons par les critères diagnostiques. Donc, pas trop différent de l'adulte. Nous avons ces 4 critères ici. Le premier critère étant les symptômes classiques tels que la polyurie, polydipsie et la perte de poids ou une crise hyperglycémique avec un des cas suivants. Une glycémie au-delà de 11,1 ou 200 mg par litre, une glycémie à jeun au-delà de 126, une glycémie post-hyperglycémie provoquée à 2 heures plus que 200, donc en fait similaire à une glycémie aléatoire, ou une hémoglobine glycée au-delà de 6,5%. Ce dernier critère est un tout petit peu un débat, mais de plus en plus, au moins pour les adolescents et surtout pour le diabète type 2, c'est un critère qui est utilisé au moins pour supporter le diagnostic. Donc, embarquons dans les urgences hyperhypoglycémiques en commençant par l'acidocétose et le FHH. Les signes cliniques, les manifestations cliniques devraient être connues à vous. Je vous montre ici un poster qui a en fait été co-développé avec la FADIMAC et des organisations internationales dans le contexte des campagnes de sensibilisation de la population et des professionnels de la santé. Donc, vous voyez ici pas mal bien démontré les signes et symptômes tels que la polyurie, polydipsie, la énurésie. Donc, surtout, une bonne question chez les enfants, est-ce que l'enfant a nouvellement recommencé à faire pipi au lit? C'est une bonne question pour dépister à cette polyurie nocturne. Ensuite, la faiblesse et la perte de poids. Et quand l'acidocétose est en train de se développer et devenir plus sévère, les vomissements, la déshydratation, la respiration cosmale, donc rapide, et finalement un coma. Quelle est la définition comme plus biochimique de l'acidocétose? La Société internationale du diabète pédiatrique et des adolescents a des lignes directrices qui sont sorties en 2020, mais c'est pas mal une définition standard. Donc, nous avons besoin d'une hyperglycémie au-delà de 200 mg par décilitre, avec une acidose définie par un pH en bas de 7,3 ou un bicarbonate sérique en bas de 15, et une cétose, soit définie par une cétonémie au-delà de 3 mg par litre ou une cétonémie à 2 plus ou plus. Il
Il y a d'autres définitions qui se basent sur la glycémie, le verre anionique et ou la cétonémie, mais la direction est pas mal la même. L'acidocétose peut être classifiée par sévérité légère, donc un pH en bas de 7,3 ou un bicarbe 15, modéré, moins de 17,2 et 10 respectivement, ou sévère, moins de 7,1 ou moins de 5 respectivement pour le pH et le bicarbe. Un bref mot avant d'embarquer dans la prise en charge. Ayez en tête que le syndrome paroxysmal hyperglycémique existe. Il est beaucoup plus rare chez les enfants que chez les adultes, mais chez les adolescents, surtout avec l'augmentation du diabète type 2, on le voit de plus en plus et on peut aussi le voir dans le type 1 si il y a une production résiduelle d'insuline, mais que l'enfant a consommé maintenant des boissons sucrées pour sa soif et donc développe plus une hyperglycémie et une hyperosmolarité et moins une acidose. Donc, quand est-ce qu'il faut considérer ça chez votre patient? Dans le cas d'une hypovolémie profonde, une hyperglycémie marquée à 600 ou plus, ensemble avec une osmolarité qui est généralement au-delà de 320 à 330 millimoles par kilo. Et puis avec une cétonémie qui est moins significative que dans l'acidocétose, avec un pH qui normalement reste normal, mais le bicarbonate aussi. Parfois, vous pouvez avoir des conditions mixtes où le pH est légèrement réduit. Et ensuite, souvent, le niveau de confiance est altéré chez ces patients-là. C'est vraiment important de faire la distinction entre les deux et de reconnaître s'il y a une présentation combinée parce que l'approche du traitement est vraiment différente et c'est une condition qui peut être extrêmement difficile à gérer et qui a un taux de mortalité élevé de 10 à 30% selon les études. Juste les points, vous allez voir les piliers de l'acidocétose pour le traitement, mais pour le syndrome hyperosmolaire hyperglycémique, les deux principales différences sont que la priorité est donnée à la fluothérapie agressive et la correction des électrolytes et que l'insuline est administrée plus tard, donc une fois que la fluothérapie a mené à une correction de la déshydratation sévère et à une dose plus faible. Donc, à tenir en tête les présentations mixtes possibles. Vous avez ici deux références pour les lignes directrices qui peuvent vous guider, qui sont très bien faites. Les diapos généraux m'ont été partagés, vous préférez à cela. Parlons brièvement des facteurs de risque pour l'acidocétose. Il y a des facteurs de risque qui se réfèrent à l'environnement et ceux qui se réfèrent à l'individu. Donc, en général, plus la prévalence du diabète type 1 est faible dans la population, et donc moins que la communauté est sensibilisée à ce diagnostic, plus l'acidocétose est élevée. Ceci est très fréquent dans les pays à faible et moyen revenu, où les taux d'acidocétose au diagnostic sont plus autour de 70 à 80%. À la place vers les 20% par exemple dans les pays scandinaves où c'est un diagnostic très fréquent et bien sûr aussi un système de santé qui fonctionne très bien. Les facteurs de risque individuels sont tirés plus des populations de pays comme les États-Unis, mais on constate que des minorités ethniques, des personnes à statut socio-économique faible, avec un niveau d'éducation des parents qui est faible, et un niveau d'assurance maladie faible ou alors une absence d'assurance maladie sont des facteurs de risque pour une présentation en acidocétose. Embarquant brièvement avant de revoir le protocole de traitement dans la physiopathologie de l'acidocétose, à la base du problème se trouve une diminution relative ou absolue de l'acidose. Ceci enchaîne une augmentation des hormones contre-régulatoires, telles que le glucagon, l'épinéphrine, le cortisol et l'hormone qui empirent en fait la situation. Parce que plus
ces hormones-là sont notées la glycémie. Donc, quand le corps reçoit le signal que l'insuline est abaissée, et bien nous, comme si on était à jeun, même type de réponse, on commence à couper nos graisses. Donc, la lipolyse est augmentée, la lipogénèse est diminuée, et ce qui relâche des acides gras libres pour recyclage au niveau du foie et conversion de ces acides gras et du glycérol en glucose. Donc, la gluconéogénèse est augmentée dans le contexte de cette lipolyse et en même temps que la lipolyse est augmentée, la cétogénèse aussi, pour compenser pour le manque d'énergie. Les muscles contribuent un petit peu. Les protéines dans les muscles sont coupées dans des acides aminés gluconéogéniques. Eux aussi vont dans le foie pour le recyclage, pour aussi faire du glucose, et donc la glycémie augmente de plus en plus à cause de tout cela. Ceci est empiré en fait au niveau des reins, où il y a une diurèse osmotique à cause de cette hyperglycémie et une perte d'électrolytes et de bicarbonate. Suite à cette hyperglycémie, hypercétonémie, une déshydratation et une acidose. Est-ce qu'on peut faire un diagnostic de l'acétocétose sans laboratoire? Ben, vu cette pathophysiologie, le problème sous-jacent cause l'acétose, pendant la production de cétones. Puis les cétones, vous pouvez détecter dans les cétines. C'est sûr que ce n'est pas une mesure très précise, mais à l'aide d'un cétonomètre, on peut quand même pas mal précisément déterminer le taux de cétones dans le sang et corréler cela avec le taux d'acidose. Donc, si ces outils-là sont pas à votre disposition, de belles études montrent que le cétonomètre qui peut être utilisé au chevet de vie corrélate très bien avec les cétones sanguins spécifiques. Et puis, c'est un papier récent de mes collègues à Boston qui démontre que le taux de cétone dans le sang corrélate très bien et avec le pH veineux et avec le bicarbonate plasmatique. Donc, si on met toutes ces données-là ensemble, ils ont trouvé qu'à un 14 de 5, à peu près 5 millimoles par litre, vous avez quand même une belle sensibilité, spécificité et valeur prédictive, positive et négative pour déterminer si un enfant est en acidocétose ou non. Donc, si on prend cela en compte, on pourrait modifier la définition de l'acidocétose dans le contexte où un laboratoire n'est pas disponible pour dire que, regardez vos signes symptômes cliniques, s'il y en a, des signes classiques, avec une hyperglycémie au-delà de 200 et une cétonémie qui est à 5 mmol par litre. Donc, parlons maintenant de l'approche de traitement de l'acidocétose avec comme les 5 points les plus importants à tenir en tête quand vous traitez vos patients. La toute première chose, c'est vraiment de corriger la déshydratation. Déjà, cela va vous aider à faire descendre la glycémie et à améliorer le statut glycémique de votre patient. Ensuite, on vise à corriger l'acidose et la cétose. Puis, c'est quoi le pilier par rapport à notre pathophysiologie qu'on vient de revoir? C'est de redonner de l'insuline. Donc, l'insuline est essentielle pour reverser le processus de la cétose et de l'acidose. Et à garder en tête, c'est pour cette raison-là qu'on n'arrête jamais l'insuline pendant le traitement de l'acidose. C'est seulement par la suite qu'on regarde la glycémie et qu'on essaie de la corriger. On n'essaye pas de normaliser la glycémie et vraiment c'est en troisième ligne ce but d'atteindre une glycémie à peu près autour de 100 à 250 mg par décilitre. Je reçois souvent des appels à glycémie, je ne descends pas, c'est déjà 14 compresses. Ce n'est pas si grave. Si l'acidose se corrige, la glycémie va suivre. Ensuite,
au cours de votre gestion, il faut identifier et traiter des facteurs déclencheurs, surtout dans votre contexte, parce que mariage et maladie insuffisante. Et puis, à travers un monitoring serré, éviter les complications du traitement. Donc, ici, sur 5 piliers du traitement de la pseudocytose. Numéro 1, c'est la reposition constituée de façon très malade. Numéro 2, la fluidothérapie. 3, l'insuline. 4, le monitoring et la correction des débalances électrolytes. Et ensuite, le monitoring serré pour éviter les complications. Je m'excuse que ces diapos sont en anglais, mais j'espère que c'est quand même compréhensible. Cet algorithme est à partir des lignes directrices de l'ISPAD de 2008, de l'année dernière. Et ce que je vais faire, je vais vous présenter les lignes directrices standards avec des lignes directrices qui sont sorties juste il y a quelques mois pour des contextes à faible ressources, si je ne veux pas toutes les ressources. Donc ça, c'est un peu une répétition de la confirmation du diagnostic. Donc, à partir de votre histoire clinique, vos signes cliniques et les investigations biochimiques qu'on vient de discuter, vous faites votre diagnostic et idéalement, si disponible, vous appelez un staff senior qui est familier avec la notion de la sécurité. Comme discuté, dans le contexte à ressources limitées, vous pouvez modifier et vous concentrer sur les paramètres biochimiques les plus pertinents, qui sont la glycémie et les états. Donc, pour un enfant très malade, en choc ou coma, comme pour tout autre patient, vous faites votre resuscitation des validité en premier. Si l'enfant n'est pas en choc ou n'est plus en choc, mais est très déshydraté et acidotique et en train de vomir, là, votre choix de première ligne est une thérapie intraveineuse. Première étape de donner un bolus de norvastaline de 10 cc kg sur une heure, qui peut être répété dépendamment de l'état clinique. Il y a maintenant des belles études, surtout une grosse étude qui montre qu'un bolus de 20 cc par kilo est probablement juste aussi sécuritaire et peut-être en fait avec plus bénéfice que le petit bolus. Donc, quelqu'un qui choisit cela pour un enfant très déshydraté n'aurait pas tort. Ensuite, on calcule le déficit de liquide sur 30 et le remplace sur à peu près 36 à 48 heures. Je vais vous montrer un tableau pour cela. Et puis, on commence à monitorer les électrolytes, surtout le potassium, pas disponible avec un ECG. Si ECG non disponible, je vais vous dire un peu alternatif. Pour un enfant qui est minimalement déshydraté et tolère des liquides par la bouche, en fait, vous pouvez opter pour une thérapie sous-cutanée avec l'insuline et une hydratation orale. Et seulement changer à une thérapie intraveineuse si l'enfant n'est pas hydraté. Une fois notre resuscitation et puis une thérapie installée, on passe à l'insuline. Le protocole standard demande 0 à 0,05 à 0,1 unité kilo-heure, une heure après avoir commencé la physiothérapie. Dans un contexte de ressources limitées, ça peut très bien vous arriver que soit de la physiothérapie intraveineuse, soit l'insuline ne sont pas disponibles. Donc ici, c'est mieux d'hydrater oralement que de ne pas hydrater. Donc, vous par exemple, avec un liquide comme l'ORS, en ajoutant du glucose, si la glycémie est en bas de 180 mg. Certainement, si un enfant ne s'améliore pas de cette manière, il faut transférer à un centre où la thérapie IV est disponible. S'il s'améliore, ben là, il faut se demander est-ce qu'il y a de l'insuline disponible. Si l'insuline n'est pas disponible, il faudra aussi transférer à un autre centre. Si c'est disponible et où vous êtes dans une situation où l'insuline est disponible, mais vous n'avez soit pas les pompes par infusion, soit pas la surveillance personnelle pour démarrer une infusion,
à ce moment-là, vous choisissez une approche transcutanée ou intramusculaire à une dose de 0,15 unités kilo pour l'insuline rapide ou régulière. Avec l'insuline rapide, ce serait chaque 2 heures, avec l'acide régulière un peu moins fréquemment, chaque 4 heures et plus fréquemment, selon ce qui est nécessaire. On préfère la route IM si la perfusion est compromise. Donc, ce protocole-là, même ici à Montréal, on l'installe maintenant pour les enfants en acidose légère et modérée. Vous pouvez démarrer une infusion à insuline si vous avez une pompe à insuline disponible chez vous. À mon avis, si vous n'en avez pas ou vous n'avez pas le personnel pour superviser cette infusion, un goutte par goutte est toujours moins sécuritaire qu'une approche où vous donnez l'insuline en tout. Il y a un peu d'évidence que j'ai copié dans ce diapo que vous pourrez regarder, plus d'évidence chez les adultes que chez les enfants pour cette approche avec l'insuline sous-cutanée. Mais le sommaire serait que il semble que c'est tout aussi efficace et peut-être plus sécuritaire de donner de l'insuline sous-cutanée pour la cétose légère et modérée au minimum. Puis, dans mon laboratoire, on a fait une revue systémique un peu plus étendue qui repart dans l'histoire où, même pour les acidoses sévères, il semble que cette approche est sécuritaire et efficace. Donc, une fois que l'insuline est installée en idée au sous-cube, c'est critique d'avoir une approche de monitoring serré de la glycémie à chaque heure, de l'apport en liquide et des excrétants à chaque heure, de l'état neurologique à chaque heure, des électrolytes à peu près à chaque 2 à 4 heures et du monitoring de l'ECG, surtout si vous n'avez pas de potassium disponible. De cela, si vous avez des signes, il y a une détérioration neurologique, il faut embarquer sur le traitement de l'œdème cérébral rapidement et sur cette vision clinique. Si l'acidose ne s'améliore pas, vous devez réévaluer tout votre protocole et voir s'il y a des ajustements à faire. Et si tout se passe bien et vos observations montrent que l'enfant s'améliore, ben là, il faut surtout regarder la glycémie et ajouter du dextrose à votre fluidothérapie une fois que la glycémie baisse à peu près en bas de 250-300 mg par décilitre ou descend plus rapidement que 100 mg par décilitre par heure. Voilà un exemple d'une fiche de monitoring. Très simple, chaque heure, monitorer le Glasgow, les signes vitaux, la glycémie, les cétones, les injectats, etc., le gaz et les électrolytes si vous l'avez, de documenter le débit de votre physiothérapie et l'insuline. Un bref mot sur l'œdème cérébral, donc c'est une des complications sévères les plus mortelles et morbides de l'acidocétose. Ça peut se développer avant ou pendant le traitement, d'où l'importance de monitorer le Glasgow comme à chaque heure et vraiment de regarder s'il y a un changement dans l'état neurologique. Un enfant qui se détériore a probablement un œdème cérébral qui doit être traité. Donc, cette décision est basée sur une évaluation clinique. Vous n'avez pas besoin d'imagerie cérébrale. Puis, un bref protocole de traitement est indiqué en rouge ici avec du mannitol ou de la saline 3%. Une diminution de l'apport du débit de soufflé de 1/3, une évaluation de la tête du lit et vos AVC et une intubation si nécessaire. Il y a quelques facteurs de risque à jeune âge, une acidose sévère, des paramètres de déshydratation comme une urée élevée, donc à la présentation, ou alors des grands volumes de fluide qui sont administrés dans les 4 premières heures, une administration précoce d'insuline et des gros bolus d'insuline donnés
en début de traitement, ce qui est pas mal routine chez les adultes. Et puis, un sodium qui n'augmente pas ou qui baisse lorsque la glycémie se corrige. Donc, si le sodium ne va pas dans la bonne direction et baisse, c'est un paramètre qui préoccupe. Et finalement, un traitement en bicarbonate, mais on le déconseille en fait en général. Maintenant, on ne le fait quasiment plus, sauf s'il y a un arrêt ou une arythmie cardiaque dans le contexte d'un pH en bas de 7. D'autres complications de l'acidocétose incluent des problèmes d'électrolytes, une hypoglycémie, si l'insuline est assez près, thrombose, surtout si l'enfant est très déshydraté, aspiration, arythmie cardiaque, et les enfants peuvent co-présenter avec une pancréatite, puis surtout encore dans les acidoses sévères, rhabdomyolyse, une insuffisance rénale qui s'enchaîne, puis la sepsis. Donc, encore une fois, si l'enfant se détériore neurologiquement, ben, vous excluez l'hypoglycémie et ensuite vous procédez au traitement de l'édème cérébral. S'il s'améliore, votre glycémie descend en bas de 250 ou plus vite que 100 mg par décilitre par heure. Là, vous changez de normale saline à demi-normale saline. Ça, c'est essentiellement pour éviter une acidose hyperthorémique qui s'installerait sinon au cours du traitement. Et puis, vous ajoutez le dextrose. Le standard serait 10% si vous l'avez disponible au liquide. Puis, une fois que l'enfant est cliniquement mieux et vos paramètres d'acidose se normalisent, là, vous transitionnez à l'insuline sous-cutanée, un régime insuline régulier. Dans un contexte de ressources limitées, la détérioration neurologique, ce serait une même approche, mais donc, pour tout le reste, vous ajoutez aussi du glucose, empiriquement juste 5% pour prévenir l'hypoglycémie. Vous pouvez augmenter ça à 10% si vous l'avez, puis le 10% peut être fait à partir des 50. Si pas disponible, là, il faut réduire, mais jamais arrêter l'insuline. Si l'enfant s'améliore, là, vous transitionnez à un régime sous-cutané régulier. Puis, si l'enfant ne s'améliore pas, là, vous pouvez considérer une thérapie intraveineuse. Donc, la résolution critère standard serait comme la normalisation des paramètres de l'acidose. Donc, à partir du pH, du bicarbonate, du cationique et de l'acétonémie. Donc, un de ces critères suffit pour déclarer une résolution et que le patient est cliniquement sain et titulaire de l'eau. À ce moment-là, vous donnez la première dose d'insuline en sous-cutanée et vous arrêtez l'infusion 30 minutes après avoir donné cette injection pour éviter que dans l'intervalle, l'enfant retombe dans l'acidose. Si vous n'avez pas de paramètres laboratoire, est-ce qu'on peut juste se fier sur les cétones sanguins ou urinaires? Urinaire, peut-être, ça prend beaucoup de temps pour que ça se résolue, mais sanguin, certainement. Vous voyez ici un graphique qui montre que la diminution des cétones pendant le traitement de l'acidocétose est directement corrélée à l'augmentation du pH. Et donc, si vous avez des cétones en bas de 1 à 2 fois, vous pouvez déclarer une résolution. Donc, des critères modifiés sans laboratoire sur un bon état clinique, un patient qui est éveillé, qui a faim, qui demande à manger, qui tolère de l'eau et dont les cétones sanguines sont en bas de 1. Et moi, je vous dirais par rapport aux cétones urinaires, si vous attendez qu'ils soient parfaits, ça peut prendre 24 heures et plus, qui restent 10 minutes et qui sont légères à modérer et que l'enfant va bien, vous pouvez aussi les transitionner à un régime d'activité de groupe. Je vais brièvement parler de l'hypoglycémie. Les symptômes devraient être connus à tout le monde. Donc, une définition, une fois que l'enfant a ces symptômes-là, il faut mesurer la glycémie et quand elle est en bas de 70, faites par définition une hypoglycémie.
Attention, les glucomètres peuvent être imprécis jusqu'à 20%. La température environnementale et des facteurs liés au traitement peuvent influencer la mesure. Donc, en cas de doute, traitez. L'hypoglycémie sévère se définit par ce même critère, sauf que l'enfant a besoin d'aide d'autrui pour traiter l'hypo, ou l'adulte. Maintenant, chez l'enfant, c'est presque tout le temps le cas. Un enfant de 2 ans ne peut pas aller se chercher et préparer un jus tout seul. Donc, chez l'enfant, on regarde l'état de conscience, s'il est altéré ou s'il est incapable de prendre trop altéré pour prendre un traitement par la voie orale. C'est considéré une hypoglycémie sévère. Une hypoglycémie standard se traite avec 15 grammes de sucre rapide. On attend 15 minutes, on supervise l'enfant, puis on répète la glycémie. Et on répète le traitement jusqu'à ce que la glycémie soit au-delà de 70 et à ce moment, on donne une collation. Il y a des options autres que les tablettes de glucose pour le sucre rapide que j'ai listé ici. Dans votre contexte, probablement le jus, peut-être la mangue mûre et le sucre seront les plus appropriés s'il n'y a pas de tablette de glucose. Si l'hypoglycémie sévère, idéalement on la traite avec une dose de glucagon, telle que listée ici. Donc, ça vient en poudre avec de l'eau stérile qu'il faut injecter. Tout le bien correspond à 1 mg et peut être injecté en IM, mais vraiment comme juste l'injecter en IM, même en plus, ça va fonctionner. Mais celui-ci, attendre 15 minutes, reprendre la glycémie, attendre que le patient s'éveille. Si le glucagon n'est pas disponible et vous êtes dans un milieu hospitalier, une alternative serait de traiter avec dextrose intraveineuse 125 grammes par kilo pour un max de 25 grammes, soit par D10 par D25 ou même par D5. Vous voyez les doses ici. Des alternatives, si ni l'un ni l'autre est disponible, vous pouvez appliquer du gel de dextrose sur les gencives et même faire ça à la maison avec du sucre de glaçage ou du sucre fin qui est grincé fin, mélanger avec de l'eau pour former une pâte et mettre ça sur les gencives. Autre que cela, jamais, jamais, jamais traiter avec du jus ou d'autres aliments par la bouche. Voilà, s'il y a des questions, je suis disponible pour répondre. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, Julia. Ça a été très explicite et ça, j'ai toujours plaisir à t'écouter parler. Donc là, sans plus tarder, comme on a commencé déjà en retard, on garde les questions pour la fin de la session et les participants utiliseront la partie question Q&A, question and answer. So, pour pouvoir poser les questions. Et le chat est réservé uniquement pour d'autres messages qui n'ont aucun rapport avec les questions. Donc, nous, à la FADIMAC, nous avons des protocoles que nous appliquons pour la prise en charge de nos jeunes patients. Cependant, je vais un petit peu extrapoler et parce que nous n'avons pas seulement des enfants et des adolescents, mais nous avons aussi des jeunes adultes et ils sont quand même assez nombreux, donc il faut faire cas aussi de ces jeunes-là. Donc, l'historique du programme à la FADIMAC, désolé, cette planchette est un peu remplie, mais c'est juste pour vous dire que vraiment le nombre de jeunes qui fréquentaient les cliniques de la FADIMAC avant 2010 était très peu nombreux. Et vous pouvez comprendre pourquoi. Lorsque le diagnostic était posé, les parents n'y croyaient pas trop. Donc, on amenait presque quasiment tous ces jeunes chez le Bocor pour pouvoir trouver des traitements. Et vous savez, en carence d'insuline, on perdait rapidement ces jeunes-là. Deuxièmement, étant donné que les parents n'avaient pas les moyens de payer l'insuline à ces enfants-là, donc c'était très compliqué pour eux. Et finalement, les enfants mouraient après plusieurs sessions d'acidocétose. Ils mouraient et là, ne dépassant même pas 2 à 3 ans depuis leur diagnostic de diabète. Et le dernier cas, dans les cas où nous avons quand même trouvé en Haïti le diabète lié à la malnutrition chez les jeunes, où quand même le besoin d'insuline était présent, mais quand même, étant donné qu'ils avaient
une sécrétion résiduelle d'insuline. Donc, ce sont des jeunes qui ne tombaient pas en acidocétose, mais qui traînaient une hyperglycémie avec toutes les complications que ça implique. Et ils avaient des atteintes neurologiques, oculaires et rénales. Donc là, c'est aussi un tableau triste à voir lorsque nos jeunes patients sont affectés. Donc, en 2010, grâce à certains collègues jamaïcains, donc la FADIMAC a pu contacter le programme Life for a Child, qui signifie la vie pour un jeune, et avec le slogan qu'aucun jeune ne devrait mourir à cause du diabète. Donc, grâce à ce programme, nous avons pu procurer les seringues, jusqu'à présent d'ailleurs, l'insuline, et aussi les tests paracliniques pouvant déterminer s'il y avait des complications chez nos jeunes. Et aussi l'hémoglobine liquide, qui quand même est un élément, un test assez important dans le suivi de nos patients. Donc, dans le programme qu'a démarré la FADIMAC en Haïti, on a pu rallier plusieurs hôpitaux ou centres de santé, et qui sont en majorité des centres affiliés de la FADIMAC. Certains d'entre eux, malheureusement, faute de leadership au niveau de ces centres-là, donc on les a perdus. Donc, vous pouvez voir sur la planche qui vous est exposée tous les centres qui ont été touchés, et nous sommes ouverts à travailler avec quel que soit le centre à travers Haïti. Donc, vous pouvez nous contacter à FADIMAC sur info@fadimac.org ou fadimac@hotmail.com. Et là, on se fera le plaisir de vous contacter dans ce sens-là. Aussi, nous avons donc actuellement, j'ai marqué 350, même beaucoup d'entre eux, 350 jeunes qui ont autour de 24 ans, mais étant donné que le programme était, le programme, ça s'occupait vraiment des jeunes jusqu'à 24 ans, donc quand même, on a dû trouver des alternatives pour aider ceux-là qui dépassaient 24 ans, donc à partir de 25 ans, où ils sont dans un programme où nous avons une autre organisation, Insulin for Life, qui travaille avec nous, mais où on n'arrive pas à avoir les mêmes types d'insuline tout le temps, donc ce qui rend un petit peu difficile le traitement de ces jeunes. Et là, on essaie de voir comment les aider. Merci pour celui qui m'a dit qu'effectivement, à Saint-Marc, c'est l'hôpital Saint-Nicolas. Donc, c'est un 5 quand même, mais j'avais mal noté. Donc, en décembre 2010, nous avons rencontré une mécène vraiment qui nous a aidé à propulser ce programme de jeunes. C'est Mme Evelyne Fleury-Milfort, qui est une Haïtienne, une infirmière chevronnée, qui est une éducatrice en diabète et qui a démarré avec nous avec la formation et aussi les camps des jeunes. Et elle a rallié à notre groupe le professeur Francine Kaufman, qui est une ancienne présidente de l'association de l'American Diabetes Association, et qui est venue plusieurs années, l'une après l'autre, pour nous aider à vraiment tenir ces camps. Et j'en parlerai un petit peu plus loin. Donc, en avril 2011, c'était notre premier camp en Haïti. Et aussi, en matière de travail en conjoint, donc la FADIMAC, moi personnellement et le docteur Eddy Jean-Baptiste, nous avons une collaboration étroite avec le docteur Julia von Ottengren pour des formations continues et des études conjointes qui ont sont quand même assez intéressantes, les études sur la génétique des jeunes de type 1, sur le glaucome chez ces jeunes-là, et aussi certains traitements insuline 70-30 versus insuline NEL, où nous avons des documents qui ont paru dans certaines conférences de l'American Diabetes Association ou de la Fédération internationale de diabète. Cependant, ce programme confronte certes des problèmes, et vous verrez plus en avant, puisque prendre en charge ces patients, ce n'est pas seulement médical, ça implique énormément d'autres aspects. Donc, lorsqu'on parle de quand même le diagnostic, c'est vrai qu'on a parlé en introduction avec le docteur Tercy d'avoir une vue large de ce type de diabète et de patients, mais avec Julia, on a vu les complications aiguës qui méritent vraiment une prise en charge rapide et par des équipes bien formées. Mais au fait, faire le diagnostic du patient, c'est là que commence vraiment le cheminement
de ce patient-là. Le diagnostic qui parfois est fait tardivement, de façon très... après plusieurs arrivées à l'hôpital, finalement, on pense à faire une glycémie capillaire, puisque dans l'esprit de certains de nos staffs et même de notre communauté, un jeune n'est pas supposé faire le diabète. C'est une maladie des adultes, donc ça vraiment, on doit se battre contre ça. Le diagnostic qui souvent n'est pas fait, donc malheureusement, ce sont des patients qui arrivent et qui décèdent au niveau du service d'urgence. Et même lorsque ce diagnostic est fait, que le traitement commence à être fait, à être accepté, enfin, à être pratiqué par le patient ou les parents, mais au fond de même, ce n'est pas accepté vu la conception que je ne fais pas le diabète ou bien au niveau culturel que donner de l'insuline, ça, ce n'est pas normal de se piquer tout le temps. Donc, c'est quand même des éléments auxquels il faut faire. Et aussi, il est important dans le suivi de déterminer les objectifs du traitement, donc le contrôle des glycémies et aussi d'éviter les urgences et les hypoglycémies. Donc, vous voyez sur cette plan ces objectifs du contrôle glycémique selon l'âge des patients. Et chez les jeunes, les tout petits, de 0 à 6 ans, on accepte quand même une hémoglobine glyquée inférieure à 8,5%, un petit peu plus élevée que 7,5%, pour justement, puisque ce jeune-là ne peut pas se manifester lorsqu'il a une hypoglycémie. Entre 6 et 12 ans, on accepte quand même inférieur à 8%, mais à 13 et 19 ans, eh bien, ce sont des jeunes qui vont devenir des adultes. Donc là, on demande une hémoglobine glyquée, le NA1C, à 7%, et là, ils peuvent quand même reconnaître le signe d'hypoglycémie. Après le diagnostic, il faut éduquer. L'éducation, ça prend énormément de temps, ça prend toute la vie du patient au fait. Et l'éducation doit se faire dans la manipulation, comment faire les tests de glycémie, la manipulation des appareils. Et comme Julia vient de le dire, souvent ces appareils peuvent donner de faux résultats, donc il faut contrôler avec le médecin, le laboratoire. Mais aussi l'insuline, la grande question, puisque l'insuline, les patients, parfois, ils ne savent pas là où se piquer. Donc, ça demande une pratique, un travail avec réviser les injections. Ça demande aussi la conservation. On pense, si la personne n'a pas d'argent, il n'a pas de réfrigérateur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, nous avons conçu des cruches à la Fadima qui, d'ailleurs, ont passé le test du Life for a Child où on avait la conservation de l'insuline dans des cruches avec de l'eau fraîche qu'on renouvelle. Mais il y a d'autres méthodes beaucoup assez simples qui sont aussi à pratiquer à travers le monde. Et je pense même que Julia avait fait une étude sur des pochettes qui permettaient de garder l'insuline de façon à une température ambiante acceptable. Mais je dois dire qu'avec ce mode de conservation, on a très rarement des flacons d'insuline qui deviennent avariés où on est obligé de changer. De toute façon, si l'insuline, le patient voit qu'il y a une séparation entre le blanc et des couleurs claires, et même après avoir agité, ou bien qu'il y a des particules adhérentes à la paroi du flacon, eh bien, il faut questionner l'efficacité de cette insuline-là. Le jeune doit savoir que les exercices font partie de leur prise en charge et il faut aussi les éduquer sur les jours de maladie pour qu'ils prennent un petit peu plus d'insuline pour ne pas tomber en acidocétose. Maintenant, le traitement nutritionnel, il doit être flexible. Ça veut dire qu'on permet à nos patients pratiquement de tout manger. De toute façon, ils mangeront ce qu'ils trouvent, mais c'est vrai qu'il est important de leur expliquer les différents groupes alimentaires, mais aussi d'éliminer les produits qui peuvent faire leur glycémie grimper rapidement. Et l'évaluation psychologique, c'est un élément extrêmement important que malheureusement, on ne prête pas attention. Et là, à la FADIMAC, nous avons un programme qui permet qu'ils se retrouvent entre eux, mais aussi qu'ils puissent avoir les supports de nos travailleurs sociaux et aussi de nos psychologues. Alors, quand même, il ne faut pas oublier les dépistages des complications. Ce sont des enfants, certes, et là, on ne va pas paniquer pour certains parents qui suivent l'émission, mais il est important de savoir qu'il faut être toujours en alerte pour essayer de déterminer des complications. Donc, des études ont montré définitivement que lorsque le traitement est bien conduit, on a beaucoup moins de complications au niveau des atteintes des yeux, des reins et des accidents cardiovasculaires chez les type 1.
Et aussi, mais quand même, il y a des éléments à suivre. Le patient type 1 doit être contrôlé à la puberté, doit avoir un fondeur à la puberté et après 3 à 5 ans de diabète. Pour le diabète de type 2 chez les jeunes, eh bien, on fait un fondeur tout de suite. Alors, du diagnostic, en cas pour investiguer pour la néphropathie, eh bien, le contrôle de la microalbuminurie se fait à partir de l'âge de 10 ans ou après 5 ans de diabète et chaque année, ceci pour aller en avant, pour éviter que nos jeunes patients développent des insuffisances rénales plus en avant. Et les diabétiques jeunes type 2, qui ont un contrôle qui ont fait leur microalbuminurie lors du diagnostic, mais on va continuer à le faire chaque année. Et s'il y a des anomalies, on peut commencer très tôt avec les essais inhibiteurs. Pour investiguer la neuropathie, c'est très rare chez les enfants et les adolescents. Ils n'ont pas assez d'années de diabète chez eux, mais quand même, il est important d'investiguer chaque année la sensibilité et aussi pour ceux-là qui ont plus de 15 ans de diabète, les éléments au niveau de l'estomac et du système nerveux autonome. Rechercher les graisses aussi. Et là, l'hypertension, il y en a. Nous avons des jeunes qui malheureusement développent l'hypertension et où on doit faire le traitement assez tôt. Et la stéatose hépatique non alcoolique, particulièrement chez nos jeunes type 2. Donc, il est important de faire des recherches et d'investiguer pour assurer que nos patients n'aient pas de complications plus en avant. Dans les diabètes, chez nos jeunes patients type 1, il est important de contrôler la fonction thyroïdienne chaque année et aussi le dépistage de la maladie de cœliaque qui, si elle est symptomatique, on peut le faire beaucoup plus tôt. Et là, les examens, le suivi se fait avec un examen initial et puis 1 à 2 fois par année, sauf s'il y a d'autres problèmes. Et toujours rechercher le poids, la taille, et palper la thyroïde, examiner le patient normalement, rechercher les réflexes pour nous assurer qu'ils n'ont pas de complications. L'évaluation complémentaire, comme on disait, un fondeur chaque année, une prophylaxie dentaire chaque 6 à 12 mois et aussi envisager une méthode contraceptive chez le jeune qui est chez la jeune fille qui est en âge de procréer et en discuter avec la famille pour s'assurer que ce n'est pas un choix du médecin, mais que ce soit un choix de la famille et de l'intéressé pour qu'on n'ait pas un diabète avec une grossesse avec un diabète mal contrôlé. Donc, les évaluations cardiovasculaires, c'est vraiment après 15 à 20 ans de diabète. Le profil, donc, il faut chaque année, chaque 3 mois, contrôler l'hémoglobine glyquée, faire des glycémies continuelles et il est important de suivre le carnet du jeune, de lui demander d'apporter son appareil et s'assurer que ces chiffres soient réels parce que souvent les carnets peuvent être peuplés de beaux chiffres et l'appareil lui-même a des chiffres qui ne sont pas similaires. Et parfois, ils ont même des trucs aussi où ils enlèvent la batterie de l'appareil pour effacer la mémoire, malheureusement, et c'est difficile de ne pas, d'arriver à bien les contrôler. Donc, il est important d'avoir une certaine confiance, d'entraîner la confiance du jeune pour qu'il puisse être vraiment coopérant dans sa prise en charge qui va durer toute sa vie. Donc là, le jeune patient doit savoir qu'il doit contrôler son taux de sucre. Donc, c'est pour ça que le programme est assez intéressant puisque on fournit un appareil, des bandelettes aux jeunes et aussi comment il est important de leur expliquer comment manipuler ça. Donc, on a parlé des exercices d'hygiène de vie. Donc, le jeune doit savoir comment prendre soin de sa personne. Et surtout, le support de la famille. L'encadrement est extrêmement important dans la prise en charge de nos jeunes. Et il faut embarquer les parents parce que si les parents vivent mal le diabète de leur enfant, eh bien là, ce serait compliqué, ça va être compliqué, ça va être une guerre continuelle et ça, c'est pas de le faire. Donc, le diabète, certes, a un impact social chez l'enfant. Donc, la famille, la société doit être inclue, l'école. Et là, au niveau de la clinique de diabète, les encadrements qu'ils reçoivent, les échanges entre eux. Et là, c'est les camps pour les jeunes affectés par le diabète. C'est extrêmement important. On en a fait pendant plusieurs années. Et on a vu vraiment la différence entre ceux-là qui avaient pu bénéficier des camps. Malheureusement, depuis 3 ans, c'est extrêmement compliqué la situation dans laquelle nous vivons. Donc, pas besoin de vous dire que nos jeunes vraiment sont ont besoin énormément de support, d'encadrement. Et là, c'est ainsi que nous avons un programme pour pouvoir leur fournir une aide psychologique et pour leur permettre de vraiment
vivent bien leur diabète. Donc, c'est ainsi que nous avons démarré ce programme et en 2010, je disais, et à cette époque, à l'hôpital général, 52% des enfants qui arrivaient en coma diabétique, ils mouraient. Donc, c'est pour ça que nous avons démarré avec ce chiffre catastrophique et nous espérons qu'il n'est pas devenu, qu'il n'a pas augmenté, puisque, bon, on sait ce que c'est actuellement à l'hôpital général, surtout comment ça se passe là-bas. Donc là, nous pouvons dire que nos jeunes grandissent avec nous et grâce à ces différents programmes, nous arrivons à les maintenir en vie et quand même, ce sont des jeunes très intéressants, très capables, très intelligents et beaucoup d'entre eux ont brillé dans leur spécialité et vraiment là, nous avons de grands enfants de 30 ans et là, c'est important de voir qu'ils vivent bien. Donc là, ce sont des images de quelques camps que nous avons eus et donc de plus en plus, le nombre augmentait. Nous avons eu des camps où les enfants pouvaient dormir, des camps journaliers selon la situation et les possibilités de financement que nous avions eu pour ces camps-là. Donc là, ça c'était au Cap Haïtien où nous avons pu récupérer les jeunes et même à la fin, certains d'entre eux ne voulaient pas partir. Donc c'est pour vous montrer vraiment combien c'est important le support psychologique qu'on leur donne. Les jeunes diabétiques, nos jeunes patients, nous les utilisons dans toutes nos activités. Donc, ainsi, ils participent. Là, nous avons ce jeune à gauche qui, lui, fait un dépistage. L'autre est entraîné à faire des rétinographies. Et là, on continue puisque nos jeunes ont beaucoup de compétences. Et nos jeunes sont très actifs. Ils participent dans nos activités de sensibilisation en faisant les dépistages et ils sont beaucoup plus rapides. Je taquine souvent mes jeunes médecins, ils sont plus rapides que les jeunes médecins en faisant les tests glycémiques. Donc, souvent, je préfère les mettre à cette position-là, comme ça, on est sûr d'aller assez vite. Donc, je vous remercie de votre attention. Et là, la place est ouverte aux questions. Et encore, je vous remercie aussi de votre patience, puisque nous avons certes dépassé le temps, mais on va aborder les questions qui sont déjà présentes. Alors, cette question est posée par le docteur Jean-Pierre. Au sujet du diabète associé à la malnutrition, la forte consommation du manioc a-t-elle été retenue comme un facteur favorisant? Je me permets de répondre, puisque ça a été mon dada pendant très longtemps. Au fait, oui, ce qui se passe, c'est que le manioc, particulièrement le manioc amer et le petit mil, et qui, eux, ont des traces de cyanure. Donc, lorsque le patient est en carence protéique, donc ils ne peuvent pas détoxifier ce cyanure et qui a une prédilection pour aller attaquer la glande du pancréas. Donc, ce que nous recommandons à nos patients et à toute personne, c'est lorsqu'ils consomment le manioc, donc la cassave, d'ajouter du mamba, donc là, c'est riche en protéines. Et lorsqu'ils consomment le petit mil, d'associer avec la purée de pois qu'on considère comme un apport protéique. Pour une question, pour un adulte diabétique, comment faire la différence entre sucre lent et sucre rapide? Nous avons le docteur Jérôme qui est présent, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et l'autre, tu peux répondre? Ce qu'il y a, au fait, lorsqu'on parle de sucre lent ou de sucre rapide, au fait, c'est l'impact que ça a sur la glycémie du patient et comment c'est absorbé. Donc, nous avons, on parlera de sucre rapide, les boissons sucrées avec le sucre de table, le sucre blanc, le sucre rouge, souvent le sirop miel. Moi, j'utilise ces termes, mais pas les termes scientifiques, puisque je sais que c'est pas un médecin qui l'a posé, je sais. Et là, ces boissons rapides, lorsqu'elles sont absorbées, ça va avoir un impact sur la glycémie du patient et fait augmenter rapidement. On parle de sucre lent. Ce sont des composants tels que ce qu'on appelle dans les farineux, donc le pain, le riz, les pâtes, qui, eux, sont métabolisés plus lentement, donc l'absorption et le transfert et l'impact que ça a sur la glycémie est beaucoup plus lent.
c'est ainsi qu'on arrive quand même à déterminer, et lorsque le patient est en hypoglycémie, eh bien, il doit prendre un sucre rapide qui va permettre que sa glycémie augmente rapidement, alors que en mangeant régulièrement, on recommande de prendre des sucres lents pour ne pas avoir un impact sur la glycémie du patient. Bélo, tu n'as pas de retour. Julia, tu es présente? Enlève-toi. Oui. Bonsoir, merci d'avoir participé à notre émission. Au fait, j'ai une question pour toi. Bon, comme tu l'as abordé, là, je pense que ça doit être assez pratique pour nos médecins qui suivent ce panel. Au fait, lorsque de tels patients, puisque j'avais parlé que lorsqu'ils sont en coma, c'est juste pour faire une clarification, lorsqu'ils sont en coma, il ne faut rien donner par la bouche, alors que tu avais recommandé de donner en cas d'acidocétose pour démarrer la réhydratation lorsque les voies intraveineuses n'étaient pas disponibles. Est-ce que tu peux faire un petit parallèle pour qu'on puisse savoir exactement quand agir? Bon, ça, ce serait vraiment un cas extrême où vous avez un patient comateux mais pas d'accès intraveineux. Le patient doit être réhydraté. Donc, au lieu de le réhydrater maintenant quelque part de 2, 3, 4 heures de route, il est toujours mieux de commencer la réhydratation. Ça peut être par hypodermoclyse ou alors par voie orale, je veux dire, par un tube NG. Donc, un tube nasogastrique et de l'ORS, c'est mieux que de laisser l'enfant sans liquide. Ce serait vraiment un cas extrême, je dirais, mais aussi, je l'ai mentionné parce que je pense qu'il y a cette idée qu'un enfant en acidocétose, il ne faut surtout pas le réhydrater oralement, il ne faut pas lui donner quelque chose à boire, puis il peut vomir, mais surtout un enfant qui n'est pas en coma, puis qui est alerte, puis qui a probablement une acidose légère et même modérée, mais qui est alerte, c'est mieux de l'hydrater par la bouche que de ne pas l'hydrater. Non, c'est bien, c'est ça. Et aussi, par exemple, le tube de Levine, c'est une pratique qui peut se faire et ça permet de réhydrater un tel patient. Donc là, c'est bon de mettre l'accent pour que nos jeunes médecins ne se sentent pas désemparés alors qu'ils n'ont pas grand-chose, pensant qu'ils ne peuvent rien faire. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. C'est vrai qu'on recommande aussi de donner l'insuline en intraveineux dans ces cas-là, mais auquel cas où il n'y a pas d'accès, eh bien, on peut donner un IM profond. Oui. Donc, en fait, moi, j'aimerais ça que c'est en fait ça le point le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de retenir que l'insuline en sous-cutané ou en intramusculaire, selon ce protocole, et j'espère que les diapos pourront être partagés, la référence est aussi publiée, mais c'est vraiment plus sécuritaire qu'un goutte par goutte. Ou même une infusion à insuline dans un contexte où c'est pas supervisé. La raison étant, si vous n'êtes pas capable de superviser votre infusion d'insuline et rouler en même temps, ben là, le risque qu'une infusion se perd, soit que l'insuline soit arrêtée, que personne ne s'en rend compte pendant des heures, l'enfant retombe en acidocétose, ou alors que l'infusion de dextrose s'arrête ou ne coule plus, et là, l'enfant tombe en hypoglycémie sévère. Puis il y a comme, je ne sais pas combien de cas d'Haïti où on m'a consulté sur exactement ces problèmes-là, parce que la réalité du pays, c'est que vous n'avez pas le personnel pour vraiment superviser une infusion, avoir une infirmière qui a comme 1 ou 2 patients à superviser pour superviser toutes ces infusions. Donc là, c'est juste plus sécuritaire de donner l'insuline, on s'occupe. Ça force aussi l'infirmière d'aller voir le patient à chaque 2 à 4 heures minimum, même si le protocole dit le monitoring, c'est chaque heure. C'est l'idéal.
Mais ça, au moins, ça force d'aller voir le patient chaque 2 heures, puis on s'assure que l'insuline rentre vraiment dans le patient. Merci pour cette clarification, Julia. Nous avons une autre question. Merci pour le webinaire. C'est le docteur Généus. Merci d'avoir participé, Franck. Et donc, dites-nous plus sur la stratégie des couches, l'efficacité alors pour conserver l'insuline dans les maisons. Alors, les couches sont des couches qui sont en argile, donc qui ont la capacité de garder l'eau fraîche. Donc, basé sur ce principe, et vu que nous avons quand même pas mal de patients qui vivent dans des taudis ou avec le toit qui est assez bas, fait extrêmement chaud, donc l'air ambiant dans cette salle est quand même assez, et la température est assez élevée. Donc, en ayant des couches où on renouvelle périodiquement l'eau, chaque jour, chaque 2 jours, et là, il y a moyen de garder cette insuline à température ambiante pour qu'elle ne soit pas altérée. Et en fait, je sais que Julia, je vais te laisser parler parce que tu as aussi ta technique, tu as une pochette, je crois que tu avais. Oui, non, j'ai surtout en tête que il y a une publication très récente qui était faite par Life for a Child que je trouve qui est super importante pour Haïti, qui démontre que, en fait, bon, à la base, les compagnies pharmaceutiques n'ont pas divulgué ou ne divulguent pas leurs données sur la stabilité de l'insuline à la température ambiante. Donc ça, c'est une étude que, en fait, avec Médecins sans frontières, je peux la circuler. C'est une belle étude où ils ont pris l'insuline, ils l'ont exposée à des températures tropicales similaires à Haïti. Ils ont montré que l'insuline est stable pendant 3 mois. Donc, en fait, oui, c'est meilleur, préférable de surtout pas exposer l'insuline au plein soleil et surtout d'éviter de le congeler parce que des familles font ça aussi, ils mettent l'insuline directement sur la glace. Ça, par exemple, ça le pourrit très rapidement. Mais une insuline qui est maintenue entre 25 et 30 degrés devrait être stable, pas mal stable, sans perdre beaucoup de son efficacité pendant 3 mois minimum. C'est pas encore une communication officielle, mais pour ceux qui sont intéressés, je pourrais partager la publication. Mais ça devrait nous mettre un peu plus à l'aise de laisser les patients avoir l'insuline à la maison pendant 3 mois, même s'ils n'ont pas de frigo. Et c'était très important de leur dire. Souvent, le patient, même déjà à l'hôpital, le personnel infirmier leur recommande d'acheter de la glace pour mettre l'insuline. Donc, il faut que vous qui suivez ce webinaire, que vous soyez une des personnes qui allez arrêter ce cycle. Aussi, souvent, les patients, je leur dis, faites chaud chez vous. Est-ce qu'il y a un réfrigérateur? Ils vous disent, ah, mais souvent, il n'y a pas le courant. Et je dis, qu'est-ce que vous faites lorsqu'il n'y a pas le courant? Ah, ben, j'achète de la glace. Eh bien, il faut arriver à ce niveau de discussion avec vos patients pour vous assurer que l'insuline qu'ils prennent est efficace pour que ce n'est pas de l'insuline congelée et après qui serait devenue liquide, qui n'est pas efficace. Et à ce moment, on augmente la dose d'insuline alors que le problème de base, c'est la conservation de l'insuline. De toute façon, l'étude dont tu parles, Julia, tu pourras nous l'envoyer et l'équipe technique pourra faire parvenir à tous ceux-là qui s'étaient inscrits et qui pourront la voir. Alors, nous allons arriver à 8h30. C'est vrai qu'on a un petit peu extrapolé et je remercie toute l'équipe, le docteur Telcid, le docteur Von Ottingen, et aussi, moi, ça a été un plaisir vraiment de pouvoir avoir cette session ce soir. Il y avait des petites difficultés au départ, mais qu'on a pu résoudre. Et là, je vous souhaite une bonne soirée. Et tous ceux-là qui seraient intéressés, à la FADIMAC, nous sommes ouverts. Si vous avez des questions qu'on pourra faire parvenir aux participants, donc, alors aux panélistes, donc là, vous pouvez nous écrire à info@fadimac.org ou bien fadimac@hotmail.com. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore à Julia et à Ouzler pour leur disponibilité. Merci à la FADIMAC pour l'organisation. Merci tout le monde.